Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Ronan Lequéré d'Interaction Healthcare. Méfie-toi des bluffs astrologiques. Si tu te demandes comment draguer cet été, pour te conseiller, je suis Salut ok. Ronan. Monte sur mon podium, n'aie pas peur de l'homme. Bonjour à tous. Alors, moi je suis Ronan Lequéré, je suis directeur général chez Interaction Healthcare. On est une société qui travaillons sur la simulation numérique en santé à destination des professionnels de santé et à destination des patients, et dont les objectifs sont d'assurer la formation des professionnels de santé pour pouvoir accompagner la prise en charge des patients, et d'autre part pour favoriser la rééducation des patients sur de la rééducation fonctionnelle par exemple post-AVC, sur de la rééducation dans le cadre de lombalgie chronique avec des textiles connectés ou des choses comme ça. Et on est implanté sur Rouen, notre siège social est localisé à Bois-Guillaume. On a des établissements sur Paris, à Levallois-Perret, sur Bordeaux et au Canada. Et donc l'intervention d'aujourd'hui, ça va être sur les innovations en santé. Comment est-ce qu'on est passé et comment est-ce qu'on passe de l'homme réparé au transhumanisme. Et on va essayer de vous présenter des dispositifs très pratiques qui existent aujourd'hui en termes d'innovation en santé. Comment est-ce que ça peut impacter en fin de compte et favoriser le développement de l'homme pour aller vers un homme de plus en plus augmenté avec des capacités physiques, sensorielles, cognitives supérieures, supplémentaires, enrichies, et éventuellement aborder la question de transhumanisme sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Donc l'homme réparé. Moi ce que je voulais c'était véritablement revenir sur des exemples très concrets. Je pense qu'après Joël de Ronet, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mais je remercie Joël de Ronet de son intervention. Et je voudrais vous présenter un petit peu quelques initiatives qui sont déjà disponibles, qui permettent en fin de compte de réparer l'homme suite à des accidents de la vie, suite à des handicaps dont il peut pâtir depuis sa naissance, ou alors suite à des maladies chroniques dont il a pu pâtir au cours de sa vie. Donc les premiers exemples que vous connaissez, à mon avis, ce sont déjà tout ce qui est prothèse bionique. On va parler de prothèse de bras, on va parler de prothèse de jambes, mais il y a véritablement des évolutions au cours des dernières années, notamment avec toutes les recherches sur ce qu'on appelle les NBIC ou les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique qu'on maîtrise de plus en plus, et les sciences cognitives. Et là, le monsieur qui se trouve ici, qui est équipé d'une prothèse qui s'appelle le Luke Arm, en référence à Luke Skywalker, pour information. C'est une prothèse qui est véritablement une des prothèses les plus développées de nos jours, puisque la plupart des prothèses auparavant c'était surtout des crochets, comme dans Capitaine Crochet, enfin comme dans Peter Pan plutôt. Et désormais, les laboratoires de recherche, les industriels qui travaillent sur la mise en place de prothèses bioniques vont véritablement plus loin. Et je trouvais que cet exemple était assez intéressant, puisqu'en fin de compte, il est en train de manipuler des œufs. Et c'est véritablement une révolution que de pouvoir manipuler des objets qui sont véritablement très très sensibles avec des prothèses bioniques, puisque souvent on ne maîtrise pas véritablement la force qu'on a dans cette prothèse. On est obligé de regarder l'objet qu'on est en train de manipuler pour pouvoir voir comment est-ce qu'on interagit avec celui-ci lorsqu'on a un membre qui est absent. Donc cette prothèse permet finalement de pouvoir sentir la force qu'on exerce sur un objet. Elle permet aussi d'avoir des sensations, ce qui était un grand défi en termes de conception, puisque lorsque vous avez une prothèse, vous n'avez plus du tout le sens. Les terminaisons nerveuses ne sont plus du tout interconnectées avec les objets que vous touchez. Et donc on ne pouvait pas reproduire les sensations. Et donc ces prothèses permettent justement d'avoir la sensation d'avoir un nouveau bras, de pouvoir véritablement sentir les choses, donc sentir leur forme, leur texture, de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut interagir avec ces formes-là. Et donc c'est véritablement une révolution, et c'est une révolution notamment pour ces personnes-là qui ont été amputées au cours de leur vie. Cette personne-là est un médecin militaire qui a été amputé lors d'une intervention en Irak. Le deuxième exemple, qui pour moi est quelque chose d'ultra innovant, ce sont les organes imprimés en 3D. Vous avez tous entendu parler de l'impression en 3D. Vous êtes aujourd'hui capable d'imprimer des objets, de pouvoir les visualiser en 3 dimensions. Mais les révolutions aujourd'hui en médecine, c'est de pouvoir imprimer des organes en 3D avec des cellules souches et avec des polymères. Et donc vous voyez des exemples où on a reproduit en fin de compte une oreille d'être humain en 3D. Et de l'autre côté, c'est un cartilage de mâchoire qu'on va pouvoir implanter à terme dans l'homme. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore d'actualité que de pouvoir les implanter sur l'homme. On est encore en phase d'essai clinique. Aujourd'hui, on le teste sur des rats pour vérifier en fin de compte la validité et la pérennité de ce type de dispositif. Mais ça donne de nouvelles perspectives. Alors, on est sur des horizons à 30, 50 ans selon les chercheurs, pour pouvoir aller vers des organes imprimés tels que des reins, tels que des cœurs, tels que des foies, qui sont bien plus complexes que les organes qu'on est en train de vous présenter actuellement. D'autres innovations, c'est tout ce qui est implant rétinien et implant cochléaire. Oui, il est correctement orthographié.
Les implants rétiniens et les implants cochléaires, pour moi, c'est aussi une innovation en santé qui est vraiment bluffante et très très innovante, puisqu'aujourd'hui, avec ce type de dispositif, on va pouvoir rendre la vue à des personnes qui sont devenues aveugles, ou on va pouvoir rendre l'audition à des personnes qui sont sourdes. Alors, les petites particularités sur les implants cochléaires, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir par le passé pu entendre pour pouvoir être équipé de ces dispositifs. J'ai volontairement mis une photo d'un enfant puisqu'on démontre que si jamais on implante ces implants cochléaires dès le plus jeune âge et que les parents parlent, lisent des histoires, interagissent véritablement avec leur enfant, on va pouvoir lui donner la capacité d'entendre et donc le sens qui est l'ouïe, alors que si jamais on les implante plus tard, potentiellement, il ne pourra pas du tout avoir la même récupération en termes de son, ou alors il ne pourra tout juste pas entendre. Alors ça consiste dans l'implant d'un dispositif directement au sein de la tête, au sein du crâne, et ensuite il y a un aimant qui vient faire office de transmetteur des informations qui sont réceptionnées par l'écouteur qui se trouve derrière l'oreille. Les implants rétiniens, actuellement on en est à l'état A et on est en phase de test sur les états B et les états C. L'objectif c'est de pouvoir rendre la vue à des aveugles. Alors c'est peut-être un bien grand mot que de dire rendre la vue, puisque avant tout c'est de leur permettre de voir, de capter la lumière et de distinguer des formes. Donc quand je vous dis qu'on en est à l'état A, là on est véritablement sur les premiers tests. Ce sont des implants rétiniens qui fonctionnent avec 60 électrodes et qui permettent de voir des images de 16 pixels. 16 pixels, quand moi je vous regarde, je vous vois en couleur, je vois vos formes, je vois exactement à quoi vous ressemblez. Pour les personnes qui ont ce type de dispositif, tout ce qu'ils peuvent distinguer, c'est des taches blanches et des taches noires, mais qui vont leur permettre en fin de compte de pouvoir à commencer à distinguer les formes et à commencer à avancer. L'image C, c'est ce sur quoi travaillent les chercheurs actuellement. L'objectif, c'est de pouvoir véritablement avoir une vision très fine des formes et donc distinguer des formes et finalement retrouver l'indépendance, l'autonomie dans les mouvements du quotidien. Ça, c'est des sujets sur lesquels travaillent des chercheurs français avec l'Institut de la Vision qui est localisé à Paris. Et je trouve que ce sont aussi des innovations en santé qui sont intéressantes. Le dernier exemple, c'est l'exosquelette qui permet de faire de l'assistance à l'effort. Et encore une fois, je trouve que c'est très bluffant puisque ça permet à des personnes qui sont paraplégiques de pouvoir recommencer à marcher. Donc un exosquelette, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure robotisée qui va être pas pluguée, mais dont on va équiper une personne et on va lui permettre de pouvoir se lever et de recommencer à marcher. En fin de compte, les exosquelettes, ce sont des dispositifs robotisés qui vont permettre justement de pouvoir se lever, marcher et qui vont entraîner les muscles, supporter les muscles et finalement accompagner les patients dans leurs efforts. Je trouve aussi que c'est assez bluffant parce qu'il y a eu un concours qui a été organisé il y a désormais 2 ans, un espèce de marathon. Le défi, c'était de parcourir 1 km 600 avec un exosquelette et ce n'était que des populations qui étaient paraplégiques. Et c'était la première fois qu'elles avaient l'occasion de remarcher depuis qu'elles avaient eu leur accident de la vie. Et donc ça redonne véritablement le sourire à ces personnes-là, mais aussi à leurs proches, parce que finalement on est véritablement dans un espoir de guérison avec des dispositifs qui sont de plus en plus mécanisés et qui finalement justement permettent d'aller plus loin. Donc le mythe de l'homme augmenté, c'est un petit peu issu de la mythologie grecque avec Icare ou encore avec Prométhée. On cherche véritablement à dépasser les capacités qu'on a à disposition et qu'on a pu acquérir par le passé en faisant de l'exercice physique, en se cultivant, en faisant de la recherche dans les livres et pas que seulement sur Internet. Et finalement, on essaye toujours de dépasser nos capacités. C'est notamment un des objectifs des sportifs de haut niveau que d'essayer d'aller plus loin, de dépasser, de se donner des défis, de se donner des challenges. C'est aussi des défis que nous, on se fixe tous les jours en essayant de résoudre des problématiques auxquelles on est confronté et qu'on n'arrive pas forcément à résoudre. Mais là, l'objectif, ça va justement être de pouvoir se dépasser et d'aller plus loin. Et les dispositifs, les innovations en santé, donc c'est déjà une réalité en fin de compte. Il y a énormément de dispositifs, soit des dispositifs robotiques, soit des dispositifs mécaniques, soit des innovations en santé qui permettent effectivement d'augmenter nos capacités. Le premier exemple, c'est un casque de stimulation électrique transcrânienne. C'est un peu compliqué à dire, mais c'est assez intéressant puisque initialement, l'objectif, c'était de pouvoir envoyer des ondes électriques de 2 mA, donc c'est très faible, c'est complètement indolore, mais c'était pour pouvoir stimuler des neurones dans le cadre de pathologies telles que le Parkinson ou des maladies neurodégénératives et de redonner en fin de compte des capacités cognitives aux patients qui étaient atteints de ces pathologies. On s'est rendu compte qu'on pouvait aussi stimuler
les aspects cognitifs des personnes. Et donc désormais, il y a des personnes qui se stimulent électriquement avec ce type de casque pour pouvoir justement enrichir leurs capacités cognitives et essayer de se dépasser, d'avoir des réflexions qui sont plus rapides, plus pertinentes, plus performantes et qui permettent finalement de réfléchir plus intensément. On est déjà dans l'augmentation de nos capacités. Deuxième exemple, ce sont les exosquelettes amplificateurs de force. Ce sont des exosquelettes qui là vont permettre en fin de compte de dépasser vos capacités physiques et de pouvoir porter des charges énormes ou alors de courir beaucoup plus vite. Et là, typiquement, on voit des personnes qui sont en train de porter des cartons qui sont relativement lourds. Ça équipe aussi des personnes qui sont en train de travailler sur le site de Fukushima pour récupérer des pierres, des briques, des morceaux de la centrale qui font 30 kg et plus. Et en fin de compte, ils n'ont pas besoin du tout d'aide de robots. Ils vont pouvoir, avec cet exosquelette, soulever des fortes charges et pouvoir les déplacer. Le contrôle télépathique d'un bras robotisé. Ça, c'est une expérience qui a été menée en France, que je trouve aussi assez bluffante. Je trouve beaucoup de choses bluffantes, hein, vous me direz. C'est en fin de compte, on a fait des études sur un primate pour étudier quelles étaient les zones de son cerveau qui étaient stimulées lorsqu'il faisait un geste et différents gestes. Et en fin de compte, on a essayé de transposer toutes ces études, d'identifier toutes les zones du cerveau qui étaient stimulées sur certains gestes pour permettre à une patiente à qui on a implanté un dispositif directement sur le cerveau de pouvoir contrôler. Et cette patiente, elle est paraplégique, donc elle n'a aucun membre qui est fonctionnel, de pouvoir contrôler à distance un bras robotisé et de pouvoir finalement acquérir des compétences qui lui permettent d'être autonome, comme boire, comme manger. Son premier objectif, c'était de manger une plaquette de chocolat toute seule, sans aucune assistance. Et je vous engage à aller voir la vidéo sur Arte Futur, puisque c'est assez bluffant de voir que cette personne, à distance, juste en stimulant certaines zones de son cerveau, réussit à manipuler un bras qui se trouve à distance et pouvoir faire des gestes avec ce bras-là. Les lunettes connectées. Alors vous me direz, ouais, ok, c'est super connu, les Google Glass, on a un peu dépassé le sujet. Mais aujourd'hui, avec ce type de dispositifs que sont les Google Glass, on va pouvoir avoir accès à des traductions, à du sous-titrage en direct, à de la reconnaissance faciale. Et si jamais on pousse un peu plus loin, on parlait tout à l'heure de personnes qui étaient aveugles, on pourrait tout à fait se dire qu'un aveugle est capable de regarder la télévision, d'avoir en direct la traduction, de faire de la reconnaissance de personnes qui se trouvent en face de lui ou d'elle, et de pouvoir finalement avoir accès à des capacités auxquelles il ne peut pas avoir accès naturellement. Et dernier exemple que je trouve aussi assez intéressant, puisque ça me rappelle un petit peu Robocop ou Terminator, c'est un projet qui est actuellement mené par l'armée américaine qui s'appelle Talos et dont l'objectif est de pouvoir fournir encore une fois un exosquelette, mais en plus équipé de capteurs biométriques donc qui vont être capables de mesurer à tout moment les différentes constantes vitales d'un militaire sur le terrain et qui vont lui permettre justement d'aller beaucoup plus vite, d'être ultra résistant, de pouvoir porter des fortes charges et finalement sur le terrain, en situation de combat comme on dit, ça lui apporte énormément de capacités supplémentaires pour pouvoir justement analyser le terrain, comprendre ce qui se passe et d'autre part voir un petit peu dans quelle situation personnelle il se trouve en termes de stress, en termes de tension, en termes de chaleur, de température, etc. Donc, est-ce qu'on est en route vers le transhumanisme avec toutes ces innovations, qu'elles soient médicales, qu'elles soient technologiques et particulièrement robotiques, puisqu'aujourd'hui, la notion de transhumanisme, c'est de dépasser les limites imposées par la nature humaine. Alors, c'est vrai que souvent, on associe le transhumanisme à « je vais combattre la mort, à terme, je serai quelqu'un qui sera éternel ». Mais finalement, la notion de transhumanisme, la première notion, c'est la capacité à acquérir un nouveau sens, au sens sixième sens. Donc, je vais chercher à me doter d'un sixième sens. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qu'on qualifie de biohackers, bodyhackers, grinders ou encore cyborgs, qui ont cherché justement à dépasser les limites en s'augmentant, en s'implantant de nouveaux dispositifs pour pouvoir justement se doter d'un sixième sens. Et on n'est pas encore au dépassement de la mort, quoi qu'on va le voir. Dans quelques instants, ça pourrait quand même être une fin en soi. Un des plus connus d'entre eux, c'est Kevin Warwick, qui est aujourd'hui professeur de cybernétique en Angleterre, qui a commencé dès les années 90, fin des années 90, en 98, à s'implanter des puces RFID à l'intérieur de ses membres supérieurs pour pouvoir contrôler des ordinateurs à distance et interagir avec ces ordinateurs. Au fur et à mesure de ses expériences et des années, il a commencé à implanter des dispositifs dans le bras de son épouse, qu'on peut saluer aussi parce qu'elle a voulu accepter de participer à cette expérience,
dans un objectif, en fin de compte, de rentrer en télépathie avec son épouse par les dispositifs qu'ils s'étaient implantés tous les deux. Aujourd'hui, il est considéré comme un des pères du body hacking, avec un autre acteur qui s'appelle Steve Mann, qui lui est un chercheur canadien et qui vit avec un casque, avec des lunettes connectées solidaires de sa tête. On va citer aussi Neil Arbierson, qui est un Écossais, qui est victime d'une pathologie qui s'appelle, attention c'est très dur à dire, l'achromatopsie. Et en fin de compte, il voit la vie en noir et blanc. Il n'a aucune distinction de couleur, il ne peut pas percevoir les couleurs. Et il a cherché véritablement à pouvoir voir les couleurs, et j'irai plus loin, il a cherché à entendre les couleurs. Donc il s'est greffé une caméra directement connectée à son cerveau qui lui permet de voir quelles sont les couleurs, et chacune des couleurs est associée à une note de musique, ou à plusieurs notes de musique. Et ça lui permet véritablement d'avoir une vision nuancée, de manière musicale, de toutes les couleurs qu'il peut entendre au jour le jour. Rob Spencer, qui est lui un réalisateur de films, qui lorsqu'il était jeune a eu un accident de chasse et a perdu un œil lors de cet accident de chasse. Et pour en faire une force, et on revient un petit peu sur les lunettes connectées, il a décidé en fin de compte de se greffer une caméra directement dans l'œil pour pouvoir réaliser ses films. Et il a réalisé un film qui s'appelle Iborg, où en fin de compte tout le film est filmé depuis son œil caméra. Et ça donne un projet qu'on peut qualifier aujourd'hui de transhumaniste. Et enfin, Amal Grafstra, qui est une personne qui s'est implanté des puces RFID lui aussi, dans une optique en fin de compte de favoriser l'authentification de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'authentifie chez lui avec ses mains pour pouvoir rentrer chez lui, il s'authentifie sur sa voiture pour pouvoir démarrer sa voiture, il s'authentifie pour pouvoir accéder à son ordinateur, il n'a plus besoin de saisir son identifiant directement avec le clavier ni avec une empreinte digitale. Il a ces puces qui sont installées dans ses mains et qui lui permettent justement de procéder à tous ces mécanismes d'authentification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si certains d'entre vous sont branchés par l'idée de s'augmenter ou de se doter d'un sixième sens, il y a un site internet qui s'appelle Dangerous Things sur lequel vous pouvez trouver ces dispositifs et ensuite vous allez trouver une personne qui va vouloir vous l'implanter dans la main. Apparemment, ça se fait assez facilement puisque vous pouvez aller voir des tatoueurs qui sont prêts à jouer le jeu pour pouvoir vous implanter ce type de dispositif. Personnellement, je ne suis pas encore branché par ces sujets-là, mais ça amène à la réflexion. Les réflexions qu'on peut avoir par rapport à tout ça aujourd'hui, c'est quelle sera la norme demain ? Est-ce que la norme ne sera pas finalement de s'augmenter, de se doter d'un sixième sens qui permettrait d'augmenter ses capacités parce qu'il y aura un enclin sociétal à être de plus en plus connecté, de plus en plus augmenté, qu'on aura le besoin dans le cadre de profession de pouvoir avoir des capacités supplémentaires. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, on m'a mis ce micro, donc désormais j'en ai deux. Mais quand on m'a mis ce micro, je me suis dit, je maîtrise pas trop. Est-ce qu'à terme, finalement, j'aurais pas un dispositif qui serait implanté directement dans ma gorge ? Je serais une pop star ou je serais un acteur de théâtre qui me permettrait de pouvoir parler beaucoup plus fort que ce que je peux le faire traditionnellement. Est-ce que des conférenciers n'auraient pas vocation à s'implanter un micro directement au niveau de la gorge ou même ailleurs pour pouvoir parler plus fort ? Est-ce que des sportifs de haut niveau ne vont pas s'implanter, ne vont pas se faire poser des prothèses au niveau des jambes, au niveau des bras, pour pouvoir justement décupler leurs capacités physiques et pouvoir transcender ces capacités physiques. Ronan, tu vas me détester, mais je vais te demander de conclure. Ah bah écoute, je vais essayer d'aller très vite. J'avais plus que 13 minutes, maintenant il m'en reste plus que 10. Non, mais ça pose effectivement des questions sur où sera la norme à terme. Est-ce que la norme, aujourd'hui, finalement, quand on voit une personne qui est handicapée, on considère que la norme c'est nous, et que finalement être handicapé, c'est peut-être pas la norme. Est-ce que demain, on ne sera pas dans l'inverse ? Est-ce que les personnes qui sont normalement constituées, et j'ai envie de dire, le terme déjà de normalement n'est pas adéquat, est-ce que ce ne sera pas finalement des personnes qui seront trop normales, et que la logique sera plutôt d'être augmentée ? L'autre question, c'est est-ce qu'on ne va pas créer encore une fois une fracture sociale avec des personnes qui auront les moyens de s'augmenter, d'acquérir un sixième sens, et qui n'ont peut-être pas la capacité financière à le faire ? Donc il y a tous ces sujets-là, en fin de compte, qui restent à évoquer. Et je terminerai, Thierry, en une interrogation, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de transhumanisme, on parle de la possibilité de stocker notre cerveau et notre capacité à vivre sans notre corps humain. Moi, je soulève la question de savoir si véritablement, à terme, c'est intéressant pour chacun d'entre nous de vivre hors de notre corps. On a quand même des plaisirs épicuriens, qui en tout cas personnellement me semblent assez intéressants à vivre au jour le jour. Et si jamais notre cerveau est localisé dans un ordinateur, est-ce qu'on vivra notre vie de la même manière qu'on souhaite la vivre ? Et ceci pour 200, 300, voire beaucoup plus dans le temps. Merci à tous. Merci Thierry. Merci Ronan. Je sais que Pascal Desfarges a une question à te poser.
Non, parce qu'on m'a transmis. Bon, on passe 2 questions dans la salle. On a une demi-heure de retard, donc on va essayer de combler un petit peu ce retard. Merci Ronan d'avoir réussi à faire tenir en 15 minutes une conférence de 40 minutes. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Alors moi je m'appelle Loïc. Donc j'avais une question en fait par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport au stockage un peu du cerveau dans la machine. Est-ce qu'on peut imaginer en fait d'ici quelques années avoir des hommes augmentés, des androïdes un peu en fait, un stockage du cerveau humain dans une machine En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, moi je me pose effectivement des questions. Aujourd'hui, il y a énormément de thèses qui visent à dire que la machine ne pourra jamais dépasser l'humain. Mais si jamais on en vient à stocker son cerveau dans une machine, est-ce que finalement l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est pas cette voie-là où on stockera l'intelligence humaine dans une machine et ce sera de l'intelligence artificielle humaine qui aura la capacité justement à être encore plus augmentée et à pouvoir dépasser la machine parce que justement ce sera l'humain. Ou alors inversement, est-ce que ce ne sera pas la machine qui aura acquis des compétences humaines et qu'elle sera capable de dépasser l'humain? Et en fait, on peut même aller plus loin. Est-ce qu'à la fin, ce ne sera pas exclusivement des machines qui parleront les unes entre elles? Certaines avec un cerveau humain, d'autres avec un cerveau machine. Une autre question? Moi, j'avais une question à te poser, Ronan, qui est un peu trash. J'ai discuté de tout ça avec un médecin il n'y a pas très longtemps, et il me dit, lui, sa réaction, c'était, mais pour l'instant, c'est du bricolage, tout ça. C'est-à-dire qu'on est encore dans du bric et du broc, et sans que ce soit quelque chose de cohérent. Est-ce que tu peux, toi, dans ta vision d'entrepreneur, nous donner une vision de ce marché? Aujourd'hui, en termes de business, ce marché de l'humain augmenté, ça représente quoi? Et ça représente quoi pour une entreprise comme Interaction Healthcare? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est un marché qui est quand même assez anecdotique puisque c'est véritablement réservé à une population qui a envie de s'augmenter, qui a véritablement envie d'acquérir un sixième sens. Mais on voit que ça commence à faire réfléchir les gens. Et je pense que le fait qu'on évoque cette thématique aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi des acteurs industriels, des assureurs qui commencent à s'intéresser à cette thématique-là. Ça signifie qu'on commence à se poser des questions. Et donc que le marché, à partir du moment où on se pose des questions, le marché est amené à grossir. Moi, dans notre société aujourd'hui, en termes d'entrepreneuriat, on n'est pas véritablement confronté à ça. Par contre, c'est vrai qu'on commence à mener des études sur ces sujets-là, puisque typiquement, on travaille sur de la simulation virtuelle pour éduquer le membre fonctionnel dans le cadre AVC. Et je voyais encore que la semaine dernière, il y avait une étude qui était parue qui montrait qu'en diffusant des cellules souches dans le cerveau, on pouvait récupérer des capacités cognitives. Et même plus loin, on pouvait récupérer des capacités fonctionnelles, puisqu'il y a un patient qui avait fait un AVC, qui était handicapé, qui était dans un fauteuil roulant, qui, grâce à l'injection de ces cellules souches, avait réussi à récupérer la marche. Et donc, ça soulève des questions. Alors, encore une fois, je trouve qu'on est plutôt dans l'homme réparé que dans l'homme augmenté, mais je trouve que c'est ultra intéressant parce que, effectivement, est-ce qu'à terme, on ne sera pas tous des humains qui, malgré les accidents de la vie, malgré des pathologies chroniques, seront amenés à pouvoir récupérer leur capacité et leur intégrité, que ce soit cérébrale ou alors physique. Donc c'est un petit peu ça les questions qui m'interpellent et que je trouve vraiment très intéressantes à adresser. Pour terminer, l'actualité d'Interaction aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il y avait une levée de fonds. Oui, on a fait une levée de fonds de 5 millions d'euros il y a un peu plus d'un mois pour développer justement ces solutions de simulation numérique en santé. Bien. Ce que je vous propose, on était censé faire 15 minutes de pause, on est à la bourre, mais ça c'est tout à fait normal. On se détend 5 minutes, on fait une petite pause de 5 minutes, je vous attends dans 5 minutes pour la suite de cette première matinée du NWX Summer Festival. Merci Ronan Merci Lequéré. Merci Thierry.